Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Comme d'habitude, je vous invite à vous manifester dans le chat pour nous dire que tout fonctionne. Pour l'instant, je vois pas de message. On va prendre quelques secondes pour s'assurer que tout fonctionne. Je vois des pouces qui s'affichent et je vois une certaine Élise en train d'écrire et une Marine en train d'écrire. Donc c'est bon signe. Bonjour Élise, Prems pour Élise. Bonjour Marine, bonjour Sophie. Bon, ça y est, ça fonctionne. Super. Merci Marine pour la confirmation. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. On continue un peu notre marathon du mois de juin avec Culture RH. On vous a promis beaucoup de webinaires ce mois-ci. C'est la dernière ligne droite avant les vacances scolaires, donc on s'est un peu lâché et on est ravis de vous retrouver pour à peu près 3/4 d'heure, maximum 1 heure ensemble. Comme d'habitude, c'est votre webinaire. Profitez-en pour poser vos questions, pour rebondir, parce qu'aujourd'hui, on est là pour aborder un sujet qui tombe parfaitement à pic, puisqu'on est dans la semaine de la QVT, mais justement, nous, on a envie de la traiter un peu différemment. On va s'éloigner des baby-foot et des corbeilles de fruits. Corentin viendra appuyer mon propos, mais voilà, on est là pour parler des bases d'une bonne QVT et d'une bonne marque employeur. Et pour ce faire, eh bien, j'ai deux invités, ni plus ni moins, Corentin et Samia, que je vais inviter à se présenter en quelques mots. Je vous donne la parole, Corentin ou Samia, qui se lance. Samia, je t'en prie. Ok, merci beaucoup. Allez. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Samia Fadil. Je suis formateur gestion sociale et paye chez Payfit depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Corentin, si tu veux. Mais du coup, moi, Corentin, j'ai bossé dans pas mal de boîtes RH, dont 360 Learning, Elevo, principalement sur des rôles de marketing, mais du coup, j'ai beaucoup communiqué avec des équipes RH et je travaille beaucoup sur le développement de nouveaux modèles pour améliorer à la fois l'expérience et la paye et finalement la vie des salariés à travers les RH. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal de bonnes choses à vous présenter. Et Anaïs, évidemment, que vous connaissez, qui est notre présentatrice. Et je ne sais pas si tu voulais te représenter. Non, mais merci. C'est vrai qu'on me présente jamais et je pense jamais à me présenter, donc merci à toi. Je t'en prie. J'en profite. Allez, je rebondis sur l'occasion. Moi, c'est Anaïs, donc je suis créatrice de contenu spécialisée sur les sujets RH, recrutement, marque employeur, et j'interviens. Du coup, vous me connaissez, je pense, pour ceux qui ont l'habitude, chaque mois pour Culture RH, avec qui je travaille depuis maintenant. Ça fait 2 ans, je crois. Là, ça y est, on y est. On est arrivé à la 2e année. Et on est super ravis d'aborder un sujet aujourd'hui. Alors peut-être que Corentin, tu peux nous éclairer un peu sur pourquoi ce sujet, pourquoi aujourd'hui Bénéfice et Payfit se réunissent pour aborder ce sujet-là, histoire d'éclairer un peu tout le monde et nous dire pourquoi on est là aujourd'hui. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. En fait, Payfit et bénéfices, en fait, pour nous, c'était un peu une évidence. Ça fait quelques années qu'on discute et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, la paix en France, c'est quelque chose qui est relativement tabou, relativement complexe et on a tous vu nos fiches de paie, hein, on a tous vu la complexité que ça peut avoir et Payfit a évidemment été un des leaders, voire le leader et le précurseur dans la simplification de la paie, dans le fait de faire en sorte que les salariés puissent mieux gérer, mieux comprendre et mieux utiliser leur paie et aussi pour que les RH gagnent énormément de temps. Ça a été vraiment un game changer sur la partie paie et bénéfices. Nous, on existe depuis beaucoup moins longtemps, Payfit, mais notre objectif, c'est d'utiliser la paie et les avantages sociaux pour permettre de construire des politiques salariales et des politiques d'avantages sociaux qui sont assez fortes et qui vont avoir un vrai impact sur le salarié. Et quand on parle de vrai impact, c'est un impact en pouvoir d'achat. Et donc, pour nous, on voit vraiment une grosse complémentarité entre, d'un côté, avoir une vraie clarté dans votre fiche de paie, une vraie explication que va très bien vous faire Samia sur ce qu'est la paie et mieux l'expliquer à vos salariés, mais aussi ce que vous pouvez faire derrière en tant que RH pour mettre en place des choses qui vont aussi vous donner de l'avance sur la paie, faire rayonner votre marque employeur. Et pourquoi dans la semaine de la QVT? Parce qu'on voulait aussi prendre un peu le côté, l'autre côté de la chose.
Dans les grandes entreprises, souvent, il y a des beaux packages, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais dans les petites entreprises, il y a des équipes RH qui sont pas toujours assez grandes, qui n'ont pas encore les connaissances. Et finalement, avec Payfit et Benefits, on leur donne les outils pour gérer la paie en quelques clics. Et on leur donne aussi la possibilité de mettre en place des super packages pour concurrencer les grands groupes. Finalement, est-ce que ça va pas être l'année des petites entreprises? En tout cas, nous, on l'espère. Et on va commencer par vous parler de la paie avec Samia, qui est formatrice sur ces sujets-là depuis un moment et qui est vraiment une super, super experte et qui va pouvoir vous donner toutes les infos que vous pouvez avoir et aussi vous aider à bien communiquer à vos équipes. Parce que c'est important de communiquer autour de la paie. Il faut pas que ça soit un tabou parce que dans une relation entre un salarié et une entreprise, évidemment il y a la QVT, mais ça s'arrête pas à la sortie du boulot. Si vous pouvez profiter de la culture, de bons restaurants de temps en temps, de vacances, de choses comme ça, c'est aussi ça que vous donne votre entreprise et c'est ça qui est super important. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, absolument. Ouais. On y reviendra, je pense. Absolument, c'est un peu une de nos marottes chez Benefits. Ouais, je sais. Tout le monde, on va partir du principe que tout le monde ne connaît pas forcément Payfit et Benefits d'ailleurs. En quelques mots. Ouais. Exactement. Merci Corentin et Anaïs pour cette belle introduction. Du coup, en quelques chiffres, Payfit, c'est une entreprise qui a été créée en 2015, qui compte 850 employés dans 3 pays d'implantation, que sont le Royaume-Uni, la France bien sûr et l'Espagne, avec 16 000 clients qui ont choisi de nous faire confiance pour l'élaboration de leurs 250 bulletins de paye que nous générons chaque mois. Et c'est aussi 434 millions d'euros de levée de fonds, bien sûr, depuis sa création. Super, super. Et du côté Payfis, nous, l'idée, c'est la performance sociale au service de la performance économique depuis 2020. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous êtes capable socialement d'avoir un bon impact sur votre salarié, souvent, ça rend votre entreprise plus forte. En tout cas, c'est un mantra qu'on s'adapte à nous-mêmes et c'est un impact déterminant sur le pouvoir d'achat. On peut donner jusqu'à 30% de pouvoir d'achat en plus à des salariés. C'est beaucoup plus de simplicité pour le RH comme pour le salarié. Si vous avez 5 avantages sociaux, finalement, ça devient assez compliqué à gérer, de l'épargne salariale, des tickets resto, des cagnottes et ainsi de suite. Là, vous avez tout au même endroit, à la fois pour le RH et à la fois pour le salarié. Et maintenant, on l'intègre dans des systèmes de paie, des CRH comme Payfit. Et évidemment, notre objectif derrière tout ça, c'est une attractivité qui est décuplée pour l'entreprise. C'est à budget égal, finalement, vous êtes capable de donner plus à vos salariés et donc vous êtes capable de gagner sur la compétitivité parce qu'on sait que finalement, le nerf de la guerre, c'est très clairement les équipes, surtout dans les TPE-PME, où on a besoin de personnes qui vont avoir de l'impact à tous les niveaux et où finalement, par rapport à un grand groupe où il y a beaucoup plus de process, beaucoup plus de choses qui sont déjà en place. Et depuis 2020, on s'est beaucoup développé. On a plus de 3500 clients, dont des grosses entreprises comme Lucas, Chado, Lydia, et pas mal aussi qu'on n'a pas mis à jour. Mais voilà, donc on a eu un bon développement et notre objectif vraiment, c'est de faire en sorte que les TPE-PME soient les plus compétitifs possibles. Et on va vous montrer comment aujourd'hui. Et on commence avec la paye. Absolument. Le nerf de la guerre. Exactement. Donc, voyons ensemble pourquoi est-ce important de comprendre la paye aujourd'hui et de s'intéresser plus particulièrement au bulletin de paye. Pourquoi? Parce que le bulletin de paye, c'est ce document riche que l'on peut se représenter un petit peu comme une photographie de la relation de confiance qui est établie entre l'employeur et ses salariés. D'une part, parce qu'elle illustre tous les éléments qui sont définis dans le contrat de travail, comme le salaire par exemple. Et d'autre part, parce qu'elle est la preuve que le salarié, bien sûr, a été payé, mais parce qu'elle reflète et rend compte par le jeu de toutes ces lignes sur le bulletin qui s'y trouve, notre modèle de protection sociale français complexe qu'on connaît et auquel on appartient, et qui est condensé sur cette petite fiche que le salarié reçoit mensuellement.
Donc, ce qui importe dans ce contexte de forte inflation, de pouvoir d'achat en baisse et de tensions politiques et sociales, c'est de restaurer un petit peu cette lisibilité de la fiche de paye afin que les salariés comprennent ce qui leur est imputé et pourquoi aussi, leurs avantages, ce qu'ils ont à la fin du mois sur leur compte en banque. Ils pourront ainsi mieux se projeter et mieux appréhender le système de protection sociale collectif auquel ils participent. Car aujourd'hui, il faut savoir que 2 actifs français sur 3 ne comprennent pas la totalité de leur fiche de paye. À l'instar, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais le montant d'une aide sociale qui s'est ajouté furtivement à notre bulletin de paye en juillet 2023, et ce sans que tout le monde s'en aperçoive, et qui permet pourtant d'accéder à des aides sociales comme le RSA ou la prime d'activité, par exemple. Donc, comprendre et savoir expliquer le bulletin de paie, ça va vous permettre de renforcer ce lien de confiance entre vous, acteurs RH, et salariés. Mais il est aussi crucial, en dernier point, en tant qu'acteur RH dans ce même contexte, comme l'a rappelé Corentin tout à l'heure, d'inflation, c'est de s'intéresser à la paye et ses différents mécanismes afin d'optimiser les coûts, car une paye maîtrisée et gérée de manière efficiente va vous permettre aux dirigeants surtout de prendre des décisions qui sont éclairées quant au développement de leur entreprise. Super, effectivement, et sur le contexte aujourd'hui, quel que soit le bord politique auquel on appartient, on voit bien que il y a un sujet qui marche pour tout le monde et qui intéresse tout le monde, c'est le pouvoir d'achat et c'est la paix. Et on voit qu'aujourd'hui, il peut y avoir des différences qui sont très très fortes entre d'autres pays que la France. Et là, on sent bien que les Français ont besoin de plus dans leur d'euros à la fin du mois. Et du coup, il y a quelques startups qui se mettent en place depuis quelques années pour commencer à en faire une réalité. C'est ça. Donc, dans ce contexte de paye qui est assez complexe et finalement propre à chaque entreprise aussi, il y a évidemment donc un besoin fort de simplification. Payfit a réalisé une étude sur le sujet en avril dernier qui révèle, si on regarde à l'écran, que pour 49% des actifs interrogés, il y a trop d'intitulés. Pour 31% d'entre eux, il y a beaucoup trop de lignes et pour 24% d'entre eux, trop de montants différents. Du coup, ça va les gêner dans leur quotidien quand ils veulent, pour la majorité d'entre eux, calculer, par exemple, leur droit à la retraite, toucher des indemnités suite à un arrêt de travail, mais aussi pour faire leur déclaration d'impôt ou calculer leur taux d'imposition à venir, par exemple. Ouais, et si je peux rajouter quelque chose aussi là-dessus, je trouve qu'il y a aussi parfois un effet qui est très déceptif dans la paix. Aujourd'hui, on voit finalement, on vous donne un salaire brut et finalement, et c'est souvent arrivé, par exemple, moi, quand j'ai eu mon premier salaire, on m'a donné un salaire brut, bon, qui était correct, mais pas incroyable. Et quand j'ai vu que finalement, ce qui restait à la fin du mois, je me suis dit quand même, c'est compliqué un bulletin de paye. Il y a toujours ce premier choc du premier bulletin de paye. On se dit, ah oui, en net, il reste plus que ça, d'accord. Ouais. Et ça ne va pas en s'améliorant. C'est ça. Justement, soucieux d'améliorer la compréhension de ce bulletin de paye, et ce sans attendre le nouveau projet de loi de simplification qui est attendu à l'horizon 2027 par le gouvernement. Nous, chez Payfit, on a créé depuis bientôt 2 ans notre propre version explicitée de ce bulletin de paye. En fait, il s'agit d'une simple fiche explicative des principaux montants qu'on envoie à chaque salarié en sus de leur bulletin de paye tous les mois. D'accord, c'est bien ça. Là je crois qu'on est les seuls à le faire actuellement sur le marché. Donc, oui, tu peux passer à la slide suivante. Il y a juste, je rebondis juste sur ce que dit Isabelle dans le chat. Elle dit qu'elle trouve que c'est dommage que dans les écoles, on n'enseigne pas les notions de paye et de charges aux étudiants. Et c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'aborde pas forcément à l'école. Et pourtant, ça fait partie du quotidien. Il y a plein de petits sujets comme ça qui mériteraient d'être abordés dès l'école, en fait. Exactement. C'est vrai qu'on l'enseigne, on se spécialise dans le domaine, en fait, malheureusement. C'est clair, et après je pense que déjà c'est vrai qu'un peu d'éducation financière à l'école serait intéressante parce que il y a beaucoup de gens qui pourraient en profiter, mais aussi on voit aussi qu'il y a un des gros problèmes de la paix, c'est quand on regarde, et on aurait peut-être dû le mettre dans la présentation, mettre les fiches de paix des années 60-80 où finalement il y avait une ligne ou deux par rapport à une vingtaine maintenant. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui a un impact énorme sur nos vies parce que
année après année, en fait, il y a des charges qui sont rajoutées, il y a des nouveaux impôts qui arrivent aussi, et finalement, peu à peu, ça devient de plus en plus compliqué et ça a un impact vraiment très fort sur le pouvoir d'achat des Français. Moi, j'avais un petit exemple que je voulais vous présenter, mais que je vous présenterai pendant ma partie, mais qui, je pense, vous montrera que les charges sociales en France pèsent beaucoup. Et petite parenthèse, au UK, parce que moi je vis au UK, dès le collège, ils ont des cours d'éducation financière. Donc, c'est souvent les pays anglo-saxons qui ont un petit temps d'avance parfois sur d'autres pays en termes d'éducation. C'est ça. Donc on enchaîne sur l'importance d'expliquer du coup la paye et comment on l'explique alors. Exactement. Il est déterminant de s'intéresser en tant qu'acteur RH à la compréhension de ces différents mécanismes pour accompagner ses salariés sereinement. Et aussi optimiser, comme on le disait tout à l'heure, les coûts de l'entreprise. Donc, en fait, il y a vraiment un véritable enjeu de pédagogie autour de la paye et plus précisément pour nous personnellement en tant que sur la lecture du bulletin de paye. L'ambition, finalement, c'est de permettre à tout un chacun de bien comprendre le système social dans lequel on évolue et de renforcer cette relation de confiance entre acteurs RH et salariés. Donc, moi, je vais vous proposer là de regarder un petit peu ce qui se passe sur le bulletin de paye. Et donc, pour cela, on va le décomposer en 3 parties. Donc, on a le haut du bulletin, le corps du bulletin et le bas du bulletin. Donc, dans la première partie, tout en haut de ce bulletin, donc c'est la partie qui est la plus simple, on va retrouver les éléments d'identification de l'employeur et du salarié, avec des informations comme la raison sociale de l'entreprise, par exemple, son adresse, son numéro de SIRET, mais aussi le nom du salarié, son adresse également, son emploi ou encore sa classification conventionnelle. Il y a ensuite la partie un peu plus complexe, donc la partie chiffrée. Là, si on reste toujours dans le haut du bulletin de paye, c'est celle qui va concerner le salaire brut. Donc, on va retrouver dans cette section, sur la première ligne généralement, le salaire de base. Celui qu'on connaît, c'est celui donc qui est inscrit dans notre contrat de travail, mais aussi tous les ajustements de ce salaire. Donc, comme les éventuelles absences. Donc là, ici, sur le bulletin, on voit qu'il y a des congés payés, mais ça peut être aussi des absences maladie qui vont venir en déduction ou des absences non rémunérées, tout simplement. Ou aussi encore des heures supplémentaires, des primes ou autres accessoires qui, eux, par contre, ils vont venir s'ajouter à ce salaire de base. Et une fois tous ces éléments additionnés, ça va former ce qu'on appelle la rémunération brute mensuelle. Malheureusement, ce n'est toujours pas ce montant qu'on va toucher sur notre compte en banque, comme disait tout à l'heure Corentin, puisque cette rémunération brute, on l'appelle aussi rémunération brute soumise à cotisation. Et donc, elle va servir notamment de base pour calculer toutes ces taxes et cotisations qu'on va retrouver là ici dans le corps du bulletin et qui donc vont être soumises à cotisation, cette rémunération brute, pardon. Donc, on peut la catégoriser en 2 parties, là qu'on voit en encadré orange sur l'écran. La première partie, ce sont les charges salariales qui sont payées par le salarié, comme son nom l'indique, et qui, elles, vont venir en déduction de notre rémunération brute. Et on a ensuite, sur le deuxième encadré orange, les charges patronales qui, elles, sont payées par l'employeur, qui sont payées en plus du salaire brut et qui sont indolores pour le salarié. Et petite information, quand on additionne ces charges patronales, donc le total de ces charges patronales au montant brut, la totalité du montant brut, on va obtenir ce qu'on appelle le coût total employeur, donc ce que représente le coût d'un salarié, de ce salarié en l'occurrence ici William, à son employeur. Et Samia, pardon, je lisais la question de Nathalie, c'est pour ça que je disais Nathalie. J'ai une petite question de Nathalie, alors je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais elle demande, est-ce que votre explication du bulletin est automatisée ou est-ce que, je suppose qu'elle veut dire, est-ce que le bulletin est automatisé ou est-ce que vous devez déclencher et modifier manuellement les rubriques? Très bonne question. Non, du tout, c'est un petit peu ce qui nous différencie, c'est que le bulletin, il est totalement automatisé. En fonction en fait des éléments qui sont rentrés, alors soit du côté du salarié qui vont être ensuite validés par le manager, si je parle des congés payés par exemple, ils vont venir s'incrémenter automatiquement sur le bulletin de paye. Donc vraiment, c'est pas vraiment un gain de temps, c'est pour le client, ce n'est vraiment pas des rubriques qui vont être rentrées chaque mois à la main. Ouais, en fait, elle parle de l'annexe. Je pense qu'elle parle de ce que tu as montré juste avant, la fiche explicative. Je crois que c'est ça dont elle parle, en fait. D'accord. Alors, pareil, ça c'est créé en automatique. Une fois que le bulletin de paye il a été généré, toutes ces informations avec donc un programme vont être remontées automatiquement sur cette fiche explicative.
tous les mois. Ok, bah, Une très fois la clair. Ok, publication du d'accord. bulletin terminé. Super. Super intéressant ce document Et, annexe. Ouais. et si je peux répondre rapidement aussi à une question de Stéphanie, c'est le RH de TPE-PME n'est toujours pas Oui. expert de la paie justement, et ça, bah, évidemment, parce que le RH de TPE-PME, nous on a regardé un chiffre qui nous a fait un peu flipper, qui est que dans les entreprises de moins de 20 personnes, il n'y a pas de RH dédié en général. Et que dans les Ah bah ouais. entreprises de jusqu'à 50 personnes, il y a parfois une personne à temps partiel ou une seule RH. Et donc, dans des C'est pas la entreprises fonction à laquelle on pense quand on développe son entreprise. C'est pas la première fonction à laquelle on pense. Exactement. Et ce qui est très compliqué aussi dans ce cas-là, c'est que bah, c'est des personnes qui vont se retrouver non seulement avec beaucoup de situations à gérer, mais en plus, bah, peu de temps pour le faire. Il faut prioriser au maximum. Et donc, nous, que ça soit du côté Payfit comme du côté bénéfice, il y a vraiment cet enjeu de faire en sorte que les TPE-PME puissent avoir le maximum d'outils pour être équipés pour à la fois faire plus et comprendre mieux, parce que ça reste des boulots qui sont parfois incroyablement compliqués entre organiser des événements salariés, gérer juste l'administratif, enfin vraiment, on voit, moi j'ai vu ça dans des petites boîtes, c'est des personnes qui chôment pas et notre objectif c'est vraiment de les aider à avancer là-dessus. C'est le cas de Stéphanie, a priori, parce qu'elle dit c'est mon cas à temps partiel pour 30 personnes, généraliste RH, et il faut être sur tous les fronts, sur toutes les missions. Ouais. Exactement. Vas-y Samia, du coup tu nous éclaires encore un peu plus. Oui. Si on regarde de plus près ces charges sociales, on remarque et on comprend assez facilement qu'elles sont regroupées par famille de prestations sociales qu'elles financent. Donc comme par exemple là à l'écran en premier la santé, qui va regrouper toutes les cotisations de mutuelle et de prévoyance, ou encore la cotisation de sécurité sociale qui finance le régime des indemnités qui nous sont versées quand on est malade, ou en maternité, ou en cas de décès aussi. Et dans le même principe, on va retrouver toutes ces catégories qui vont financer, si je les prends à la suite, la retraite, qui va financer les pensions de retraite, la catégorie famille pour les prestations d'allocation familiale, ou encore la catégorie chômage pour le calcul des droits chômage. Et à la fin, on va retrouver cette catégorie un petit peu particulière, la CSG-CRDS, qui elle aussi participe au financement de la protection sociale, mais qui participe aussi au remboursement de la dette sociale. Donc, une fois qu'on a calculé toutes ces cotisations, et tu peux du coup passer à la slide d'après. Du coup, pardon, c'est la slide d'avant. Excuse-moi, on revient sur le bulletin de paye. Dans tous les cas. Merci beaucoup. On va pouvoir arriver à notre fameux net. S'il n'y a pas, bien sûr, entre les deux, entre les charges et le net d'éléments qui peuvent être non soumis à cotisation, comme par exemple les remboursements de notes de frais, de transport, ou s'il y a des titres restaurants, par exemple, on va, par déduction de ces cotisations simplement salariales, obtenir la rémunération nette à payer avant impôt. Malheureusement, c'est encore pas toujours celle-ci qu'on reçoit, puisque comme le libellé l'indique, c'est avant impôt. Donc, pour certains d'entre nous qui payons des impôts, va venir se défalquer de ce net à payer avant impôt, le prélèvement à la source, pour cette fois-ci obtenir le Graal, le net à payer que l'on va recevoir sur notre compte en banque. Je ne sais pas si, j'espère que j'ai été un petit peu plus claire sur cette Bah, écoute, je pense, je vois pas de réaction spécifique, mais en tout cas dans le chat, je vous invite à nous le mentionner si vous avez besoin d'autres éclairages. On en profite après tout parce que Samia, quand même, c'est ton métier de former sur ces sujets-là, donc c'est maintenant ou jamais. Ouais. D'ailleurs, on peut par un petit jeu, j'ai deux petites questions. Vas-y. Deux petites questions. Et puis vous pouvez, pour finir sur une note un petit peu participative, me répondre avec un petit emoji pouce. Si c'est bon, si vous pensez que c'est vrai, cette affirmation, ou si vous pensez qu'elle est fausse. Même si je suis pas persuadée que vous allez tous avoir la bonne réponse. Si je vous indique et je vous dis que les charges salariales, elles viennent s'ajouter au brut pour obtenir le net à payer avant impôt. Est-ce que c'est vrai avec un pouce vers le haut ou est-ce que c'est faux avec un petit pouce vers le bas?
Alors, est-ce que les charges salariales viennent s'ajouter au salaire brut pour obtenir le net à payer avant impôt? C'est ça, hein? Vous pouvez l'écrire dans le chat aussi, hein, si vous voulez répondre dans le chat. Je vois des emojis en panique. Je vois quand même beaucoup de bonnes réponses. J'adore. Alors, des diables et tout, ah ouais, carrément. Corentin aussi. Alors, non, c'est pas bon. C'est pas le, voilà, c'est le pouce vers le bas. En fait, elles viennent pas, je vois des petits emojis tristes. Elles viennent pas s'ajouter les charges salariales parce que elles viennent se déduire malheureusement pour obtenir un net à payer qui va être inférieur à notre rémunération brute. Donc, elles vont vraiment venir se déduire. C'est les charges patronales qui, elles, vont venir s'ajouter à la rémunération brute pour obtenir le coût total d'un salarié. Et deuxième petite question, si je vous dis, là, si vous regardez l'écran et que je regarde le montant 2290, donc c'est le montant qui apparaît avec la plus grosse police, est-ce que c'est le montant du net à payer qu'on va recevoir sur son compte en banque? Avec un pouce vers le haut, je vois un peu plus d'hésitation. Ils en enlèvent encore un peu avant, non? C'est ça, un petit pouce vers le bas, malheureusement. Pour ceux qui vont payer des impôts, etc. Le montant qu'on va recevoir. Si seulement. Il y a Élise qui dit si seulement. Si seulement, ouais. C'est le montant qui est un peu en plus petit, en bas, donc les 2160,37 €. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est affiché en plus gros comme ça? Malheureusement, c'est parce que c'est la loi qui nous l'impose. C'est vraiment, il y a un cadre, une nomenclature à respecter. Et c'est la raison pour laquelle c'est le montant du salaire net avant impôt qui va apparaître avec la plus grosse nomenclature, celui qu'on va renseigner quand on va nous demander, par exemple, des éclaircissements. C'est souvent celui-là dont on nous parle, c'est plus que le net à payer parce qu'il peut y avoir des remboursements de frais, des remboursements de transport, etc. Mais du coup, il y a Claire qui dit « sauf si le taux d'imposition est à 0 ». Exactement. Alors, c'est pas pour tous les salariés, c'est pour ça que j'ai indiqué tout à l'heure, pour certains des salariés, malheureusement, qui payent des impôts. Effectivement, si le taux de prélèvement à la source est à 0%, ce sera le même montant. On aura, du coup, sur la ligne juste en dessous, au lieu des 2160, on aura 2290,65. D'accord. Ok. Petite parenthèse, oui, le replay vous sera envoyé automatiquement. Je réponds à Priscilla. Ok, bah merci à vous tous d'avoir joué le jeu. C'était chouette de voir les réactions. Absolument, absolument. Et si vous voulez négocier avec le fisc pour arriver à un taux d'imposition à 0, je crains que ce ne soit pas si facile, malheureusement. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire je vais vous donner des astuces. Non, ça c'est dans un webinaire, mais cela je me suis dit, oula, ça prend une tournure. C'est des webinaires payants, tout ça. Est-ce que cette slide, on l'a fait, on l'a fait aussi? Yes. C'est bon. Ouais, et celle-là, sur. C'était les réponses. C'est ça. Donc là, on va parler un peu plus. Donc vous voyez, là, on a beaucoup parlé de charges, on a beaucoup parlé d'impôts. Et donc c'est assez intéressant parce que finalement, on se rend compte que on voit tout en haut du bulletin de paie un chiffre qui est plutôt plaisant, ou en tout cas et un chiffre qu'on aimerait bien avoir, et que tout en bas du bulletin de paie, malheureusement, on a souvent une déception. Et chez Bénéfice, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte de casser cette déception-là et de faire en sorte que on arrive à donner le plus que l'employeur, finalement, de la ligne du haut arrive à donner le maximum à la ligne du bas. Et comment on fait ça? Nous, c'est grâce aux avantages sociaux. Et c'est assez simple, hein. Un employeur qui dépense 100 € en salaire, en moyenne, et là on est vraiment dans des moyennes, hein, parce que évidemment il y a des salaires, ça va du simple au 10, 20, 30, évidemment. Donc, mais souvent quand vous dépensez 100 €, votre salarié ressent 40 €, donc c'est une efficacité de 40%. Pour la mutuelle, c'est 65%. Pour l'épargne salariale, ça va être 90%. Et pour les titres de paiement, restaurants, chèques CESU, culture, mobilité, c'est 100%. Et en fait, le gros enjeu qu'on arrive à voir là, c'est de se dire que, en fait, si on ne mise que sur le salaire brut pour augmenter ses salariés ou pour payer ses salariés, finalement, l'entreprise paye plus, le salarié reçoit moins.
Et donc, on se retrouve dans une situation qui n'est pas du tout optimale. Et donc, il va falloir trouver le bon mix entre les avantages sociaux et la paye. Et en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est que on voit que pourquoi aujourd'hui on a ce blocage, parce que aux États-Unis, par exemple, on parle souvent de package, on parle de tout ça, où finalement le salaire est une partie de la paie, mais moi en France, c'est que les avantages sociaux, en général, ils tombent pas directement sur le compte en banque. Donc, on prend pas ça pour des vrais euros. Contrairement au salaire aussi, il y a aussi un enjeu parfois de statut social, de voilà, de se dire finalement je suis payé un peu moins, mais j'ai tous ces avantages-là et, bon, et finalement ça ne plaît pas et on préfère maximiser le salaire brut alors que c'est pas forcément la meilleure situation. Et il y a un vrai sujet aussi d'illiquidité, voire d'inutilité. Par exemple, quand vous avez mon âge, 33 ans, l'épargne retraite, on y pense peu. Évidemment, il y a parfois des couvertures de santé qui sont intéressantes, hein, mais totalement disproportionnées par rapport aux besoins des salariés, et aussi beaucoup des titres restaurants qui sont pas utilisés. C'est assez intéressant. Nous, on est totalement en télétravail chez Bénéfice, et il y a des gens qui vivent à la ville comme d'autres à la campagne. Et quand vous donnez des titres restaurants à des gens qui habitent Paris 9e, finalement, ils sont très contents. Quand vous le donnez à des gens qui habitent au milieu de la Cambrousse et qui vont aller devoir utiliser leur carte une fois par semaine au supermarché du coin, en fait, ils arriveront jamais finalement à dépenser leur solde. Et donc, nous, on met en place des solutions pour que ça soit plus le cas. Donc, ça, sur la mutuelle, je vais aller très vite là-dessus, mais ce qui est vraiment intéressant sur la mutuelle, c'est de se dire la mutuelle, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui est dans toutes les offres. Donc, mettre le fait que vous avez une mutuelle dans votre offre d'emploi, c'est finalement presque, je trouve, c'est évidemment une bonne pratique, mais c'est aussi quelque chose qui a pas forcément d'intérêt, qui va pas vous aider à conquérir de nouveaux salariés. Il L'important, c'est de faut pas que savoir. ce soit survendu ou vendu comme un truc vraiment spécial alors que c'est juste l'obligation. Et sauf quand elle est financée à 100% par l'employeur exactement, Ouais. et elle est obligatoire en plus. Donc dire finalement on vous offre une mutuelle, elle est obligatoire, donc c'est pas forcément très intéressant. L'important c'est la mutuelle, c'est la bonne mutuelle pour les bons salariés, comprendre sa population, mettre les bonnes garanties et finalement utiliser l'argent de la mutuelle pour se dire finalement peut-être que sur ces garanties-là on est allé beaucoup trop loin et personne ne les utilise, et pourtant on les paye tous les mois, alors qu'on pourrait les redistribuer différemment. Donc il y a pas mal de questions à se poser sur la mutuelle, mais je pense que si vous voulez mettre en avant la mutuelle dans vos offres, par exemple, vous allez pouvoir le faire directement en disant on paye 100% de votre mutuelle, par exemple. Il y a Isabelle qui te dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle dit les prises en charge de mutuelles supplémentaires sont très intéressantes. Elles peuvent être très intéressantes selon les conditions évidemment que vous avez, et ça c'est très clairement, il faut pas il y a pas de en fait la mutuelle s'adapte à la personne qui va en avoir besoin. Donc ça je suis totalement d'accord. L'important pour nous, c'est on a vu beaucoup de situations dans lesquelles on travaille avec des boîtes très jeunes qui ont des mutuelles où il y a des remboursements qui sont très élevés pour des choses qui arrivent très très peu à certains âges, et finalement c'est de l'argent qui part de la société qui est jamais utilisé. Mais évidemment la mutuelle c'est super important, il faut juste qu'elle soit adaptée à la population. Il y a des mutuelles à la carte, c'est exactement le genre de choses que l'on propose. Ouais. Et les titres de paiement, par contre, c'est quelque chose qu'on trouve très intéressant, titres restaurant, cadeaux, culture, remote et ainsi de suite. Nous, on a lancé un outil qui s'appelle Flex, qui vous permet d'avoir une cagnotte que vous pouvez utiliser à peu près n'importe comment. C'est-à-dire que vous avez tous les mois votre solde de titre restaurant, mais à la fois
qu'on va un peu booster avec quelques centaines d'euros en plus, que vous allez pouvoir utiliser pour du remote, pour de la culture, pour de la mobilité, pour des cadeaux, des voyages. Et en fait, c'est aussi quelque chose qu'on fait de plus en plus, parce que là, le salarié, en fait, au lieu de se dire, là, on arrive au moment des augmentations et je pourrais augmenter mon salarié de 100 euros, mais bon, au final, je sais qu'il va toucher à peu près 40 euros en plus de pouvoir d'achat. Il va y avoir un effet déceptif, ça va vous coûter cher. Si vous proposez 100 euros d'argent qui pourra être utilisé absolument comme la personne le veut, et surtout que ce soit exactement ces 100 euros, là, l'impact sera plus fort. Et c'est une vraie éducation à faire, en fait, de se dire qu'en fait, le salaire brut, dans certaines situations, n'est pas la bonne solution, et que les titres de paiement sont un outil très très intéressant, d'autant plus qu'ils sont packagés. Ensuite, on arrive sur un autre outil très intéressant, c'est l'épargne salariale. Alors l'épargne salariale, c'est intéressant parce que dans quasiment tous les grands groupes, il y en a. Et ça leur permet parfois d'ailleurs de payer des fixes relativement faibles et de mettre de l'intéressement, mettre des choses et de créer du capital pour les salariés. Et l'épargne salariale, par contre, il y en a à peu près moins de 14% des TPE-PME qui l'utilisent, alors que finalement, on voit qu'elle a une efficacité économique très forte. Et chez Bénéfice, on en propose et on en reçoit, et de l'épargne salariale qui peut être utilisée directement comme du salaire, c'est-à-dire vous pouvez le débloquer. Vous allez payer quelques impôts dessus, mais c'est toujours plus intéressant, et que vous pouvez débloquer tous les 3 mois si vous voulez, ou les garder de votre côté. Donc, proposer de l'épargne salariale, finalement, c'est une façon de se dire que on peut donner plus aux salariés, lui permettre de construire du capital, ce qui est vraiment aussi quelque chose de très important au fur et à mesure de la vie, quand on veut s'acheter un appartement ou ainsi de suite. Et d'ailleurs, l'épargne salariale, ça va devenir obligatoire dans les entreprises de 10 à 49 salariés Ah oui? qui sont, on appelle ça la loi PPA, qui sont rentables depuis 3 ans, et ça va se faire d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il faut faire un calcul qui dit si l'entreprise, alors le calcul peut être de plein de façons différentes, je ne rentrerai pas dans le sujet, sinon je pense qu'on est là jusqu'à midi et demi, mais ça va vous permettre de mettre en place des stratégies beaucoup plus avancées là-dessus. Et il va falloir avoir un mode de calcul de l'épargne salariale pour tous les salariés et chaque année. Et ça c'est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment clé. Donc, on vous conseille vraiment d'étudier le sujet dès maintenant, parce que de toute façon, il va y avoir une obligation légale. Et ouais, voilà, il faut anticiper le sujet, et c'est vraiment de se dire l'année prochaine, se dire on n'aura peut-être pas les moyens de payer en brut toutes les augmentations qu'on voulait faire. Par contre, on va peut-être avoir le moyen de vous mettre de l'épargne salariale qui est conditionnée au résultat de l'entreprise, et donc qui finalement crée un vrai lien dans la paye de l'entreprise. Ingrid qui dit on croule sous les obligations légales. Ah bah ça, c'est le destin des RH. Bienvenue en France, Ingrid. Nous sommes effectivement très d'accord avec ça, et c'est pour ça Nous sommes les rois. Je pense qu'on est assez fort, mais c'est justement aussi pour ça qu'il y a des entreprises comme Payfit, Bénéfice, et beaucoup d'autres. Hein, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Moi, j'ai rencontré une entreprise, Claro, récemment, qui travaille justement avec des personnes des grands groupes, mais qui sont plutôt les petits salaires dans les grands groupes, et qui vont leur permettre de dire à quelles aides vous allez avoir le droit pour rajouter un peu de paye chaque mois, avoir des conseillers, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et nous, notre philosophie, c'est vraiment de se dire, à partir du moment où vous êtes salarié, à partir du moment où vous travaillez, il faut vous simplifier la vie, et il faut vous donner le maximum d'euros dans votre compte en banque à la fin du mois.
Alors j'ai vu quelques réactions dans le chat, mais j'ai vu que Samia avait répondu et donné du coup les réponses nécessaires. Donc on peut peut-être avancer sur, je crois que tu avais 3 cas d'usage à nous partager spécifiquement pour les TPE et Ouais. les PME. Et je trouve ça intéressant justement de pouvoir se dire que ça s'adresse pas qu'aux grands groupes. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui peuvent activer ces leviers-là. C'est aussi à la hauteur des TPE et des PME. C'est vraiment l'idée, Mm. nous, derrière Bénéfice, et je pense aussi derrière Payfit, de se dire que les TPE-PME peuvent aussi être super performantes sur la paie. Et évidemment, nous, on n'est pas naïfs. On sait qu'une entreprise, c'est pas open bar. Vous allez pas, c'est pas parce qu'on dit ça y est, vous pouvez augmenter vos salariés que vous allez tous le faire. Nous, on voit 3 cas d'usage qui sont vraiment importants. C'est, par exemple, je peux pas faire d'augmentation. Je peux pas faire d'augmentation. Par contre, je vais être capable d'aller chercher certaines inefficacités dans ma mutuelle. Je vais être capable de voir que j'ai des couvertures qui sont pas adaptées et je vais transformer ça en un chèque de 100 € en plus pour tous mes salariés chaque mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire de plus en plus avec des entreprises qui sont justement dans des situations où ils ne peuvent pas forcément augmenter les salariés, mais qui en fait trouvent parfois des mannes financières assez intéressantes en changeant vers des plans un peu moins ambitieux de mutuelle, pas pour moins bien soigner les gens, hein, c'est évidemment pas l'idée, mais pour se dire que cet argent qui de toute façon n'est pas utilisé sera utilisé dans du cash et dans des euros pour les salariés. Il y a le deuxième cas, c'est je veux augmenter mes équipes. Et ça, c'est un cas que vous allez connaître, je pense, à partir de l'année prochaine. Et ça, c'est vraiment super important. Et ça, c'est vraiment super important parce que c'est si vous mettez tout en salaire, en fait, votre salarié, il va recevoir son augmentation, il va être très content et puis il va voir son bulletin de paie du mois d'après. Et là, il va être beaucoup moins content. Et il va se dire, bon, finalement, je suis allé demander une augmentation, j'étais un peu stressé, finalement, un peu tout ça pour ça, quoi. Et alors qu'avec des avantages sociaux, avec peut-être de l'épargne salariale, avec avec une cagnotte, avec des titres de paiement, on peut aller chercher des choses intéressantes qui, nous, on voit des gens qui nous disent, maintenant, je vais au cinéma tous les soirs, peut-être pas, mais je vais au cinéma super souvent. Grâce à ça, je paye même plus avec mon compte en banque, ou alors je me suis acheté une chaise de bureau, et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est de l'argent que vous auriez de toute façon dépensé avec votre salaire, mais au lieu d'avoir reçu 40 €, vous auriez reçu 100 €. Et le dernier point, c'est je vais beaucoup recruter. Et là, c'est vraiment être attractif dès aujourd'hui, économiser dans la durée. C'est si dès le début vous avez cette approche, vous allez être plus efficace économiquement parce que vous dépensez moins d'argent pour en donner plus à vos salariés et donc vous êtes compétitif. Et ça, c'est 3 offres qu'on appelle l'offre vraiment basique. Là, vraiment basique sur je ne peux pas faire d'augmentation. Là, une offre plutôt smart sur je vais augmenter mes équipes pour trouver un peu l'angle un peu smart pour avoir les meilleures augmentations. Et après, le max où je vais aller recruter. Et c'est très intéressant, par exemple, c'est très intéressant pour des startups, par exemple, qui se lancent, qui se disent comment je construis un package qui va faire que par rapport à toutes les autres startups qui sont comme moi et qui ont assez peu de moyens, je vais pouvoir surnager un peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est une question de bon mix aussi en fonction des contextes, parce que je vois Stéphanie qui dit il faut trouver le bon mix parce que parfois les avantages sociaux viennent remplacer les augmentations de salaire qui n'arrivent, elles, jamais, alors que certains salariés tiennent vraiment simplement à avoir du salaire plutôt que des mix salaire-avantage. Donc j'imagine que ça dépend aussi des contextes et des moyens. Là, on parle vraiment de situations où l'entreprise n'est pas en capacité d'assurer une augmentation, si je comprends bien, Corentin. Là, c'est vraiment des alternatives pour répondre aux besoins d'augmenter, mais sans passer sans toucher finalement au fixe. Alors, on peut passer au fixe, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le fixe, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est là, dans les avantages sociaux, il y a de toute façon une dimension collective.
l'avantage social, il est collectif, il est pour tout le monde. On ne peut pas donner plus d'avantage social à quelqu'un qu'à un autre. Si vous mettez de l'épargne salariale, c'est l'épargne salariale pour tout le monde. Si vous mettez des titres de paiement, c'est des titres de paiement pour tout le monde. Le salaire, par contre, ça permet d'avoir cette flexibilité. C'est-à-dire, vous allez être capable de rajouter un peu plus d'augmentation à certains salariés, et ainsi de suite. Donc, évidemment, on veut tous être augmentés et souvent, il y a aussi une petite augmentation avec, mais chez Bénéfice, par exemple, on passe beaucoup de temps à présenter les offres, beaucoup de temps à parler salaire aussi avant les recrutements pour bien faire comprendre aux salariés que il va avoir ce fixe, il va avoir cet intéressement-là, il va avoir ses titres restaurants en plus et ses titres de paiement et sa cagnotte, il va avoir tout ça et en fait, ça fait des packages qui, au fond, ne changent absolument rien en termes de dépenses personnelles. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir des choses que je ne peux pas dépenser, des choses que je peux dépenser. Et donc, il faut sortir de plus en plus de cette idée du tout salaire, même si évidemment le salaire c'est important pour prendre des prêts, pour prendre plein de choses de la vie. Donc, c'est évidemment quelque chose d'important, mais il faut l'utiliser comme un outil d'ajustement plutôt qu'un outil comme le seul outil. Sinon, c'est moins efficace et finalement, c'est ce qui est le plus coûteux pour l'entreprise. Est-ce que Samia, tu voulais compléter? Non, je suis super claire, je suis alignée. C'est vrai que ouais. la manière de le compléter, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Après, c'est vrai que d'autres entreprises ne peuvent pas augmenter. Et dans ces cas-là, c'est vrai que tout ce qui est prime d'intéressement, c'est intéressant. Ça reste quand même du salaire. Il y a aujourd'hui beaucoup de... Même s'il y a des conditions pour le débloquer, etc., mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de conditions pour le débloquer qu'avant. Donc, ça peut toujours être aussi un moyen un peu plus... Ouais, exactement. Et chez Bénéfice, par exemple, nous, on a de l'intéressement tous les 3 mois et c'est toujours, c'est toujours cool parfois, on a besoin de liquidité parce qu'on fait des travaux ou ainsi de suite et parfois, on le laisse de notre côté. Et ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, va être de plus en plus développé et ça coûte beaucoup moins cher à notre employeur et nous, c'est de l'argent supplémentaire. J'ai des cas très précis ensuite que vous pourrez aller voir. Je vais pas vous les faire parce qu'on arrive déjà à 11h47. Mais l'idée, c'est pour aller un peu plus précisément dans les chiffres. Des exemples. Je vous conseillerais d'aller voir dans le replay, mais on a des différences qui sont quand même assez fortes. Par exemple, quand vous faites des augmentations de salaire de 5%, sur 40K annuel brut, vous dépensez 2840 €, votre salarié recevra 1136. Si vous passez par de l'épargne salariale, votre salarié, il va recevoir quand même 2846 à 2256, soit il le perçoit tout de suite, soit il le place. Mais il y a aussi des mix avec du salaire, du titre restaurant. Il y a du mix avec de l'épargne salariale. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et les différences sont très claires pour les salariés, très importantes. Et c'est par contre effectivement assez difficile si on n'est pas accompagné pour le faire. Et c'est vraiment notre objectif, permettre aux RH de devenir des experts là-dessus et de le faire via la technologie, via l'éducation et via finalement des outils qui leur permettent de le faire très simplement. Et c'est à peu près la même chose aussi sur la partie je vais beaucoup recruter. Voilà, si vous êtes sur un salaire de 40 000 bruts annuels, le coût employeur, il est à 2,58 000, le net salarié, il est 28 000. L'équivalent salaire brut, c'est 40 000 évidemment, mais si vous passez par de la cagnotte ou si de la mutuelle, de l'épargne salariale, vous êtes capable en fait de faire des packages qui sont beaucoup plus intéressants pour le salarié. Et en fait, vous êtes capable, nous, ça nous arrive souvent de se dire, on va faire une offre à un salarié qui nous plaît beaucoup. On sait qu'on a des concurrents qui le veulent aussi parce qu'il est bon et que le marché est là et que en face, on leur propose le prix du marché. Nous, on est capable de dire, on va te proposer plus que le prix du marché, mais on va te le proposer un peu différemment, avec de l'épargne salariale, avec de la cagnotte, avec tout ça. Et en fait, la vraie différence, c'est
et la vraie peur du salarié à ce moment-là, c'est se dire, en fait, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de m'enfumer? Est-ce qu'on n'est pas en train de me vendre du rêve? En fait, non, parce que c'est très facile de dépenser son épargne salariale, c'est très facile de dépenser une cagnotte et une mutuelle. On n'espère pas forcément la dépenser, mais en tout cas, elle est 100% financée chez Bénéfice. Et du coup, ce qui est peut-être pour rebondir juste sur un commentaire, et puis ça permettra de faire un petit mot de la fin, mais Valérie, elle soulignait en fait aussi l'importance du discours, la façon de l'exprimer, parce que elle dit que pour le salarié, ça peut être perçu comme, l'avantage social peut être perçu comme finalement un levier pour l'entreprise qui va coûter moins cher à l'employeur, et le salarié peut penser que c'est pas dans son intérêt à lui, mais dans celui de son employeur. Tu vois ce que je veux dire? Et elle soulignait ça, que c'était important aussi, tu vois, peut-être le côté éducatif et aussi dans le discours. Mais en fait, alors moi je vois, en fait, je pense que le problème employeur-employé, il y a évidemment des tensions parce que l'un veut avoir le salarié le moins cher possible et l'autre veut avoir le meilleur salaire. Là, nous, notre objectif et notre façon de voir la chose, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de se dire comment on trouve des solutions pour que l'un et l'autre finalement réconcilier tout le monde. trouve des solutions ensemble. C'est parce que l'employeur est mieux éduqué, parce que le salarié a plus confiance dans les avantages sociaux et parce qu'il a les produits aussi pour dépenser. Si on vous donne des titres restaurants que vous pouvez pas utiliser ou qu'on vous donne des outils que vous pouvez pas utiliser, finalement, vous avez bien raison de pas être content. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'employeur puisse, avec le moins d'argent possible, donner le plus d'argent possible à son salarié et avec un package qui donnait habituellement à son salarié, finalement rajouter peut-être 20-30% de pouvoir d'achat en plus. Et ça fait vraiment la différence. Et ce qui fait la différence, finalement, c'est pas de la magie, c'est de la connaissance et c'est des outils derrière. Très bien. Et du coup, ça me permet de finir sur le partenariat avec Payfit et Bénéfice. Donc, c'est un partenariat qu'on est en train de lancer et qui qui va de plus en plus intégrer nos deux plateformes qui vous permettront à la fois d'utiliser les avantages sociaux de Bénéfice et de faire en sorte qu'ils soient intégrés aussi dans Payfit pour que vous ayez toute la simplicité de Payfit et l'optimisation de Bénéfice pour devenir finalement dans des petites boîtes des champions de la paye et de plus vous dire finalement quand je suis en concurrence contre un grand groupe, j'ai aucune chance. Et finalement vous allez être capable de leur faire des offres qui sont équivalentes ou aussi intéressantes. D'autant plus que souvent dans les petites boîtes, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les grands groupes, c'est plus de responsabilité, plus de sens, pas mal de choses qui sont un peu ineffables, disons, mais qui sont aussi super intéressantes. Et moi, je crois profondément que dans les prochaines années, toutes les TPE-PME vont mettre en place ce genre de solutions parce que c'est ces solutions-là qui ont vraiment de l'impact sur la qualité de vie des salariés et et en tout cas, c'est leur demande on a un chiffre qui est intéressant, c'est 90% des salariés mettaient de la rémunération leur priorité en 2023. C'est quand même, en tant que RH, un chiffre qu'il faut regarder attentivement. Faut l'entendre. Il faut l'entendre et il y a des solutions. Et c'est pour ça que nous, on travaille d'arrache-pied pour faire en sorte qu'elles se déploient. Parfait. Est-ce que Samia, tu veux compléter pour conclure ce webinaire? Qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion? Ce que je vous disais au début, c'est que c'est vraiment important en tant que vous, acteur RH, de maîtriser tous les différents mécanismes de paie qui sont disponibles et qui existent, de s'y intéresser en tout cas, pour justement trouver le bon mix et la bonne solution qui ravira et les salariés et vous, l'entreprise, bien sûr. Et merci beaucoup de votre attention et de nous avoir écoutés.
Ouais, Ouais, vous merci avez été beaucoup. hyper participatifs, tous et toutes. Merci à vous. Je vois des commentaires qui sont plutôt élogieux. Donc, a priori, le webinaire a plu. Donc, merci à vous. Moi aussi, il me reste à vous remercier, Samia et Corentin. C'était hyper intéressant et j'aime bien l'idée de. En plus, on est en plein dedans là. C'est la semaine de la QVT, donc j'aime bien l'idée d'aborder finalement l'aspect aussi QVT, QVCT autour du sujet rémunération. C'est essentiel. Et d'ailleurs, toute cette semaine, hein, on a une semaine spéciale avec Culture RH. Hein, vous retrouvez plein de contenus autour de la QVCT, des articles, voilà, des différents contenus, des guides, etc. Donc ça, je vous invite à aller voir le site. Le replay vous sera envoyé automatiquement par mail. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. On ne se quitte plus en ce mois de juin. La semaine prochaine, on a un webinar. Donc c'est mardi à 11h où on parlera développement à l'international et donc le rôle du RH face à une croissance à l'international pour une entreprise. Sujet un peu inédit et qui sera abordé aux côtés de Deal, un spécialiste du sujet international et notamment de télétravail. Donc voilà, mais écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Encore merci Corentin et Samia. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Merci beaucoup. C'était un plaisir de parler avec vous. Et encore une fois, voilà, c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on peut pas concurrencer les plus gros. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et je C'est vous ça. souhaite une très bonne journée, un très bon mardi. Bonne journée, merci. Merci. Salut tout le monde. Au revoir.